Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième émission Web TV de l'ASFAR. Donc, je suis toujours le docteur Olivier Jeunesse-Boyau, je suis le président du comité réanimation. Donc, aujourd'hui, une Web TV avec trois invités intéressants. Donc, on aura Mathieu Jabodon, qui est un praticien hospitalier de Clermont-Ferrand, anesthésiste réanimateur qui était en année recherche à Nashville et qui nous présentera un peu son retour d'expérience à New York. On aura Catherine Pogambers, qui est notre présidente du comité scientifique et qui a organisé un petit peu la crise à Paris. Et on aura Mathilde De Queiroz, qui est anesthésiste réanimatrice pédiatrique à Lyon et qui nous parlera du volet pédiatrique de cette crise Covid. Alors, au niveau du bilan du Covid au niveau mondial, vous avez toutes les informations sur les chaînes en général. Donc, vous avez vu que l'Italie commence à atteindre une sorte de plateau, mais n'est toujours pas déconfinée, avec moins d'entrées en réanimation et il commence à avoir quelques places en réanimation qui se libèrent. L'Espagne est toujours dans la crise. Au niveau français, on sent que la tension au niveau du Grand Est et de Paris commence à se relâcher un petit peu, avec quelques places qui se libèrent, plus de sorties pour l'instant que d'entrées, mais des entrées qui se font toujours en réanimation. Donc ça reste quand même toujours tendu dans ces zones-là, avec pour l'instant la partie ouest de la France moins touchée, qui continue à prendre des patients qui viennent de l'Est et de Paris. On aura des patients qui arriveront encore demain de Paris dans le sud-ouest notamment. Lyon est toujours un petit peu tendu, mais là aussi des signes d'accalmie, comme dans la région PACA. Donc évidemment, toujours pas de déconfinement pour l'instant. Il y a aussi donc la partie américaine. Vous savez, on aura le retour de Mathieu là-dessus. Donc pour comparer la situation de la France avec ailleurs, vous savez qu'on utilise l'Italie. Donc c'est le petit tableau que je vous avais montré la dernière fois, hein. Donc vous voyez, la dernière fois, on avait prévu à peu près 95 000 personnes atteintes et 10 000 décès. Donc aujourd'hui, on est le 9 avril. Donc vous voyez, on n'était pas très loin avec les prévisions. Si on se base sur le 9 avril en Italie, vous voyez qu'ils sont à 140 000 cas avec 17 600 décès. Donc on peut tabler malheureusement sur 120 000 cas et 15 500 décès en France au 18 avril, en fonction si la situation ne change pas. Donc je vous dis les États-Unis, juste avant d'avoir Mathieu Jabodon, deux petites photos que j'ai eues par mes contacts au Mount Sinai Hospital de Manhattan. Vous voyez, ça c'est l'hôpital de campagne qui s'est monté actuellement dans Central Park, hein, en plein milieu de Central Park, avec, vous voyez, des tentes, un peu comme ce que nous avait montré Julien Pottecher la semaine dernière, avec le retour de Strasbourg et l'hôpital militaire. Donc voilà à quoi ressemblent les tentes à l'intérieur, vous voyez, avec toute l'installation pour faire de la réanimation dans ces tentes. Comme prévu, on va donc maintenant avoir d'autres informations des États-Unis. Donc, on va être avec le docteur Mathieu Jabodon, qui normalement travaille au CHU de Clermont-Ferrand, qui était parti faire une année recherche à Nashville, dans le Tennessee, et qui est allé aider ses camarades à New York, dans le Queens, et donc il va nous raconter un petit peu comment ça se passe là-bas. Écoute Mathieu, merci d'être avec nous et à toi la parole. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à l'ASPAR. Je suis très heureux d'être avec vous, même à distance comme ça. Et puis de me permettre de vous partager un peu l'expérience effectivement que je suis en train de vivre ici à New York. Donc pour vous raconter un peu effectivement cette expérience en pleine pandémie Covid, comme l'a dit Olivier, moi j'étais au départ en année de mobilité depuis le mois d'août dernier à l'université Vanderbilt à Nashville, un peu loin du tumulte new-yorkais actuel. Et puis, ben, comme partout, la pandémie Covid a profondément modifié ce qu'on faisait tous. Moi en particulier, c'était des travaux de recherche. Et donc, après une première phase où on essaye de rester productif, d'analyser des données en cours, de préparer de nouveaux projets, notamment en France là, pour les semaines qui viennent, j'ai répondu en fait. Enfin, je m'étais déjà porté volontaire pour aider à Nashville en réanimation si besoin, mais les besoins n'étaient pas présents et ne le sont globalement toujours pas dans des endroits comme Nashville. Mais après avoir participé un peu à des formations de ventilation mécanique pour les non-réanimateurs qui se mettaient en place à Nashville, j'ai en fait surtout, donc il y a une dizaine de jours environ, répondu à cet appel
à volontariat de la région de New York qui me manquait cruellement et qui me manque toujours cruellement de staff, de personnel soignant, que ce soit médical ou paramédical, pour aller aider dans les réanimations. C'est comme ça que 4 jours plus tard, je me suis retrouvé dans l'avion en direction de New York et plus particulièrement dans ce quartier du Queens que je vous ai entouré là sur la carte, qui est un quartier, je dirais plutôt populaire et avec une densité de population assez importante qui explique sûrement, à mon avis en tout cas, l'afflux massif de patients infectés par le Covid dans ces quartiers en particulier de New York. Le lendemain, donc il s'était quand même passé 4 jours, donc 2 jours de week-end, entre l'appel à volontariat et mon arrivée dans cet hôpital du New York Presbyterian Queens. Il a fallu bien sûr faire quelques papiers parce qu'une des questions qui se posent, c'est comment on peut exercer la médecine aux États-Unis quand on n'a pas de licence médicale américaine, quand on n'a pas le diplôme américain. Cela n'est théoriquement pas possible, mais dans des situations aussi graves, aussi préoccupantes que celles que connaissait l'État de New York et d'autres endroits aussi aux États-Unis maintenant, des processus d'attribution extrêmement rapides, des credentials, des qualifications, des privilèges, entre guillemets, ont pu être mis en place. Et en moins de 24 heures, je me suis retrouvé finalement avec l'accès un peu compliqué parfois au dossier de l'hôpital. Et puis je me suis retrouvé dans le bain dès mardi dernier, enfin mardi il y a une dizaine de jours, donc maintenant, au sein de cette équipe de réanimation au sens large du terme de l'hôpital. J'ai suivi la première journée l'équipe dite de consulte, celle qui intervient dans les étages, sur les appels en urgence, que ce soit dans les étages ou aux urgences en elles-mêmes. Et puis, en fait, dès le lendemain, je me suis retrouvé attending, c'est-à-dire en pratique responsable d'un secteur que je vous montre ici, de réanimation, alors qui est en fait la salle de réveil, on va dire, après coronarographie, la salle de surveillance post-coronarographie, qui a été transformée en réanimation ici de 20 lits, avec du personnel qui a été mobilisé de différents secteurs, comme on peut le voir, j'imagine, dans la plupart des endroits où la vague, où l'afflux des patients a été massif, comme ici. Alors, il y a des choses un peu particulières que je voulais vous montrer. Là, je vous montre très rapidement quelques photographies comme ça, prises un peu au hasard, et je m'excuse de la piètre qualité de cette présentation, mais bien sûr, la première chose qui nous marque un peu, c'est les respirateurs. Bien sûr, il y a des respirateurs modernes dans cet hôpital, qui a une taille de taille moyenne, hein, on va dire, qui a quand même 1500 lits environ, si je ne dis pas de bêtises. On a dû bien sûr ressortir un certain nombre de respirateurs un peu plus anciens. Alors, les Puritan Bennett au milieu que vous voyez là, ils me rappellent un peu l'internat. Ceux de droite, qui sont des ventilateurs de domicile de long terme, ceux-là, ils sont un petit peu plus archaïques. Mais bien sûr, on fait avec les moyens du bord. Et puis, il y a des montages, je pense, très américains, d'associer plusieurs filtres en série. J'ai pu compter au maximum jusqu'à 4 filtres antiviraux. On ne sait jamais si une filtration virale de 99,9% x 4, ça fait 100%. Je pense que les Américains sont dans cet état d'esprit en tout cas, mais c'est assez particulier quand même. En tout cas, voilà, il a fallu bien sûr s'habituer à cet environnement. Alors les respirateurs, il a été déjà discuté assez vite au cours de la semaine dernière de la question, est-ce qu'il faudrait attribuer les meilleurs respirateurs aux patients les plus jeunes et avec les moins de comorbidité, etc. Et ces fameux respirateurs de long terme à des patients dont le pronostic était d'emblée déjà plus réservé, et puis en tout cas avec plus de comorbidité. Ils ont proposé en pratique cet index de Charlson, un peu drastique puisque un score inférieur ou égal à 4 ferait privilégier un respirateur, disons, moderne. En pratique, ce score, il n'est pas complètement suivi. Puis l'approvisionnement des respirateurs au moment des intubations, elle est faite par les respiratory thérapistes ici. Et donc, le plus souvent, ils viennent avec le respirateur qu'ils ont sous la main et donc pas forcément, bien sûr, les plus, on va dire, les plus performants ou les plus simples à régler. Il y a quelques spécificités aussi locales, je dirais, par rapport à ce que j'ai pu lire ou entendre dans d'autres
dans d'autres régions, c'est que par exemple, ils ont décidé institutionnellement de ne pas recourir ni à l'oxygénothérapie à haut débit, ni à la ventilation non invasive dans ce contexte pandémie, pour des raisons que vous avez déjà un peu discutées à l'ASPAR en général. Mais il y a des choix comme ça qui ont été faits, qui sont un peu drastiques, en tout cas, au départ. Heureusement, à ce stade, les respirateurs ne servent pas à ventiler plusieurs malades en même temps. On sait que cela peut avoir des risques, la situation n'en est pas là. Espérons qu'elle n'y arrive jamais. Mais ça, c'est un petit clin d'œil aussi à toi, Olivier, parce que c'est une partie que je connais beaucoup moins bien. C'est qu'à force, on peut se demander s'il n'y a pas aussi et surtout un manque de machines d'épuration extra-rénale, peut-être plus même que de respirateurs en ce moment dans l'hôpital où on trouvait à travailler. Il y a par contre, un peu comme partout, j'ai l'impression, une solidarité qui est énorme des collègues, médecins, infirmières de différents secteurs, des infirmières qui travaillaient dans la recherche, qui colligeaient des données dans des bases de données qui se retrouvent comme ça à s'occuper des patients de réanimation. Il y a des internes et des médecins seniors d'autres spécialités qui viennent faire les petites mains, qui viennent aider parfois dans des tâches qui ne sont pas les leurs initialement, qui appellent les familles, puisque bien sûr il y a cette problématique de non-accès des familles, de l'absence de visite des familles pendant cette pandémie. Et puis les choses aux États-Unis, vous le savez sûrement, sont très dissociées, c'est-à-dire que ça c'est vrai en règle en général. Chaque spécialiste intervient dans son secteur en particulier et beaucoup de réanimations en fait sont gérées ici par des chirurgiens pour certaines, qui n'ont pas, c'est vrai, la même culture d'une réanimation qui peut être, dans ces cas actuels, très lourde, très complexe, pour lesquels ils sont un peu moins habitués. C'est vrai que là, enfin moi, j'ai très vite senti que une formation d'anesthésiste réanimateur en France procure une polyvalence très importante et ça m'a beaucoup facilité l'adaptation à mon arrivée. Et puis, alors je ne sais pas ça si vous l'avez en France, mais il y a ce qu'ils appellent ici la prone team. Euh, Moi, ça a été vraiment le moment de sourire. C'est tous les chirurgiens orthopédiques que vous voyez ici, que vous reconnaissez par leur forte carrure, qui passent de réanimation en réanimation pour mettre les patients en décubitus ventral ou au contraire les remettre en décubitus dorsal à la fin d'une session de DV. C'est l'ensemble, en tout cas, de toutes ces actions que moi j'ai beaucoup apprécié comme un vrai effort d'équipe et comme on le voit, j'imagine, souvent qu'à l'occasion de ces situations difficiles. Après, un petit point peut-être, mais ça on peut en discuter après, peut-être Olivier, sur ce qui se fait en pratique et de manière plus spécifique sur le Covid ici. Hein, je ne dis pas, bien sûr que ce sont des recommandations, la plupart de ces produits sont utilisés dans le cadre d'essais. Euh, la plupart des patients sont mis sous hydroxychloroquine, azithromycine, ceftriaxone dès leur arrivée, hein, globalement à l'hôpital. L'antiviral remdesivir rentre dans le cadre d'une étude, mais là on sélectionne beaucoup les patients. Et globalement, il ne faut pas qu'il y ait de défaillance d'organes, notamment rénales ou hémodynamiques. Et puis, il participe aussi là à un essai sur l'antagonisme du récepteur de l'interleukine 6, tocilizumab. Euh, Là, on parle d'essais parfois dits compassionnels, pour lesquels il n'y a pas de groupe contrôle. Hein, de toute façon, alors ces données, elles seront analysées, mais je ne sais pas bien, moi, quelle conclusion en sera réellement tirée, en tout cas vu le design actuel de ce type d'usage. Alors voilà, pour faire un point de situation des lits, par exemple, puisque l'afflux, il a quand même été toujours croissant sur tous les derniers jours. Il s'est peut-être calmé hier et avant-hier, c'est le sentiment global et les chiffres de l'hôpital, en tout cas du New York Queens Presbyterian, montrent que peut-être cette courbe s'aplatirait un petit peu. Il y a en tout cas toujours la possibilité technique, il y a les locaux pour continuer à augmenter la capacité de lit de réanimation. Il manque cruellement par contre de staff, encore une fois, de médecins et d'infirmiers. À l'heure actuelle, il y a environ 120, 130 lits
de réanimation au total sur cet hôpital, donc des capacités qui ont été multipliées par 3, voire 4 par rapport à l'habitude. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi un nombre important de patients intubés sous ventilation artificielle dans les services dits conventionnels, donc hors secteur de soins critiques et aux urgences. Il y a quelques jours de ça, le bilan du matin annonçait 40 patients intubés dans les étages, et donc pour lesquels il fallait trouver des places en réanimation pour la suite de la prise en charge. Donc des situations qui sont quand même souvent tendues en termes d'organisation de stratégie. Alors il y a des transferts qui s'effectuent vers l'hôpital central de Cornell, donc qui est l'université à laquelle est rattaché cet hôpital où je travaille. Et puis, comme vous l'avez sûrement entendu, ces différentes structures de soins, parfois même de réanimation, qui ont fleuri un peu dans la ville de New York et sur l'eau pour aider un peu la surcharge des hôpitaux actuels à New York. Voilà en gros un petit résumé de ce que je peux vivre moi ici. Comme partout, il reste une solidarité extrême dans ces situations-là et c'est sûrement comme ça de toute façon qu'on arrive à faire face à ce type de situation. Voilà, si je serais ravi de discuter avec toi, Olivier, Eh bien, écoute, après cette merci, présentation. merci Mathieu. C'est toujours intéressant d'avoir effectivement voilà, nos Français de l'étranger là, qui nous donnent un peu ce qui se passe ailleurs, surtout aux États-Unis où la situation est quand même catastrophique hein, pour l'instant. Là, plus qu'en France, a priori, ça monte vraiment beaucoup, beaucoup. Juste aux États-Unis, on voit bien que c'est très protocolisé, hein, comme effectivement tu le dis, il y a beaucoup de gens hors réa, etc., qui viennent jouer. On a l'impression qu'ils sont vraiment dans beaucoup de protocoles où les gens suivent un peu les protocoles à la lettre, parce qu'il y a beaucoup de gens, plus que chez nous en tout cas, où effectivement notre formation nous permet de faire de la réanimation et de se remettre à jour rapidement, même ceux qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Là-bas, ils sont vraiment obligés d'utiliser beaucoup de gens qui ont quasiment jamais vu de réanimation. C'est aussi ce que me disent mes contacts au Mont Sinai là, de Manhattan là, qui sont dans la même situation que toi. Oui, en effet, d'un côté, il y a un ensemble de protocoles, de modalités de fonctionnement de la prise en charge des patients à l'hôpital que je découvre, hein, moi, en même temps ici. Quand même, ce que j'ai pu rapidement noter, c'est aussi dans ces situations voilà, très extraordinaires, aussi beaucoup de place, malheureusement, je dirais, mais à une médecine qui est pas non plus toujours fondée sur l'épreuve, surtout dans ces périodes où on se pose beaucoup de questions sur l'efficacité de tel ou tel traitement, telle ou telle intervention. Effectivement, il y a beaucoup de protocoles investigationnels là, sur les drogues. Encore le problème, c'est qu'il n'y aura pas de groupe contrôle de toute façon pour en tirer des conclusions scientifiquement valides. Il y a des approches sur l'anticoagulation, même sur la fibrinolyse maintenant, de plus en plus, qui se font vraiment de façon rapide et alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais il y a quand même un ensemble comme ça effectivement de prises en charge qui sont pour le coup un peu moins protocolisées et qui s'improvisent un petit peu plus dans des situations particulières. Et comme tu l'as dit, moi je pense que plus que de chercher comme ça un traitement un peu miracle qui n'existe pas à l'heure actuelle, la clé probablement de la prise en charge de ces patients, c'est aussi, je pense, d'être en mesure de faire une réanimation moderne, habituelle, avec l'ensemble des surveillances que ça peut inclure en termes de sédation, mais pas uniquement. Et c'est ce qui est le plus souvent, enfin, ce qui est le plus gros challenge dans ces situations où se retrouve effectivement tout un ensemble de personnel qui n'a pas l'habitude de cette réanimation. Et vous allez manquer un petit peu d'équipement au pays, de drogue genre curare, sédation et respirateur là dans les prochains jours. Alors pour l'instant, du point de vue des respirateurs, ça a l'air quand même de tenir, encore une fois en ressortant quand même des respirateurs que la plupart des collègues ici ne connaissent pas ou n'osent même pas toucher parce que cet aspect-là, il est aussi en général géré par les respirateurs-thérapistes ici. Mais les respirateurs-thérapistes ne sont pas partout et la gestion parfois de patients avec des atteintes respiratoires un peu complexes n'est pas simple pour eux. Donc voilà, mais il y a des respirateurs en nombre jusque-là. En termes d'équipement personnel,
de protection personnelle, j'ai l'impression qu'on est surtout à flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a des provisionnements qui se font régulièrement, qui de plus en plus se font par l'intermédiaire des professionnels eux-mêmes en tant qu'individus et pas l'institution qui a du mal à se faire livrer. Si j'ai bien compris, il est plus facile de commander à titre personnel des équipements qui viennent pour la plupart de Chine que si c'est l'État qui le fait ou les États-Unis en général. En termes de drogue, on ne peut pas dire qu'il manque de produits au sein de classes médicamenteuses, mais il manque certains produits au sein de chaque classe. C'est-à-dire que en termes de morphinique, ils utilisaient beaucoup, eux pour le coup, le fentanyl, un petit peu le rémifentanyl. Maintenant, ils utilisent que l'hydromorphone, globalement. En termes de sédation, ils ont encore suffisamment de stock. Et puis, si on pense au curare, ça fait très longtemps. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu depuis mon arrivée, donc il y a au moins une dizaine de jours. Ils avaient déjà plus de 6 atracurium, par exemple. Bon, il y a des curarisations prolongées qui se font au rocuronium, ou au contraire, l'alternative de ne curariser que ponctuellement en cas de besoin, ce que j'ai pu dire que c'était aussi le cas dans certaines régions de France notamment. Oui, oui, on a aussi des pénuries de médicaments qui commencent à se faire sentir. Dernière petite question, le confinement dans une ville aussi grouillante et active que New York habituellement, c'est respecté ou comment ça fonctionne un peu? Je dirais que globalement oui, et moi pour avoir discuté beaucoup avec des collègues ou amis en France ou de la famille, j'ai l'impression que la France, enfin, qu'il est perçu de France qu'il n'y a eu aucun confinement ou pas beaucoup aux États-Unis jusqu'à très récemment. Ce confinement, il s'est fait assez progressivement. Il a été renforcé, bien sûr, dans des régions comme New York assez vite, sous la forme d'un stay-home order, de vraiment pas sortir de chez soi, ce qui serait probablement l'équivalent de la France actuellement. Ça n'empêche pas les gens, bien sûr, de sortir, faire quelques courses, d'aller au travail. Ils vont porter un masque en permanence. Ça, par contre, c'est toujours le cas. Mais je dirais oui, que dans l'ensemble, il est plutôt respecté. J'ai pas, vous imaginez bien, fait de tourisme, où je suis pas allé dans Manhattan, mais j'ai pu voir quelques images. C'est vrai que c'est des villes désertes, mais comme la plupart des villes dans le monde maintenant. Le quartier du Queens, ici, est globalement désert, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la densité de population au sein de barres d'immeubles fait que de toute façon, cette pandémie, elle a dévasté des familles entières, disons-le, et je pense que les gens, enfin, ils ont compris très vite le danger, et ils ont pris en compte très vite ces mesures de confinement, je dirais, oui. Ok, eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu de nous avoir donné un petit peu ton ressenti de ton aventure new-yorkaise. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez incroyable aussi de vivre ça comme ça à l'étranger. Merci beaucoup. On prendra des nouvelles peut-être un peu plus tard, voir comment la situation évolue. Ben, bon courage en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup et bon courage à tous également. À bientôt. Donc, on reprend après ce petit intermède du Frenchie qui aide nos amis américains à New York, avec d'abord un petit retour sur les insuffisances rénales qui nous embêtent beaucoup en réanimation. Donc, vous voyez là sur la totalité des Covid, il y a à peu près 5% qui présentent des anomalies rénales. Sur ces Covid en réanimation, on a 25 à 30% qui vont nécessiter une épuration extra-rénale. Et ça va avoir un gros impact sur la mortalité, hein, avec une mortalité très importante de ces patients qui ont une insuffisance rénale en réanimation et qui nécessitent une épuration extra-rénale. Alors, la physiopathologie de ces insuffisances rénales, elle est multiple. Là, on a eu beaucoup de discussions avec le groupe rénal international sur la cause de ces insuffisances rénales. Elle est vraiment multifactoriel. Alors, il y a d'abord la balance hydrique. Alors, ce qui ressort, c'est que clairement, les patients arrivent, la plupart du temps, ils sont déshydratés. Souvent, ils ont eu des troubles digestifs, ils ont du mal à se nourrir pour certains. Donc, ils sont déshydratés et il faut essayer de ne pas trop remettre le dogme de SDRA équivaut à très sec. Voilà, on sent quand même que ces patients-là, qu'on va assécher beaucoup parce qu'on sait que maintenant le sepsis, le SDRA, il ne faut pas trop les remplir. Et là, dans la phase vraiment très précoce, il y a un risque que ce soit délétère avec une insuffisance rénale, notamment dit fonctionnelle, qui va exister au départ. Et puis si elle perdure, on risque d'avoir une insuffisance rénale qui continue. Alors, il y a aussi
un effet direct de la PEP, hein, probablement. Si on utilise une PEP très élevée, on va avoir un retentissement probable sur la pression veineuse centrale et donc une post-charge du rein qui va pouvoir être impactée et donc un œdème au niveau rénal qui peut exister, hein, comme l'avait très bien montré Mathieu Legrand dans son étude là, sur la PVC qui montrait que quand la PVC était élevée, donc là souvent à cause du surremplissage, on avait une atteinte rénale avec un œdème rénal. Alors ici, même sans avoir de fluide overload, hein, de surcharge hydrosodée, ne serait-ce que par l'action mécanique de la PEP, on peut avoir potentiellement une action sur la PVC et donc sur la post-charge du rein, donc faire attention à ça. Il a été retrouvé dans les biopsies rénales du virus directement. La virurie est un peu discutée, mais en revanche, les biopsies ainsi que les nécropsies du rein ont montré du virus dans le rein. Donc là, clairement, il peut y avoir une atteinte directe du rein par le virus, hein, et notamment comme dans d'autres organes et comme dans le poumon, un possible passage du virus grâce au récepteur ACE. Donc, il ne peut pas éliminer l'atteinte directe du virus sur le rein. Il y a évidemment la toxicité médicamenteuse, hein, puisque les médicaments, certains médicaments antiviraux qu'on utilise vont avoir une possible toxicité au niveau rénal, donc à ne pas négliger. Et puis il y a évidemment l'atteinte vasculaire et microthrombotique, hein, comme discuté dans la web TV que vous pouvez aussi regarder sur l'anticoagulation et les thromboses dans le Covid-19. Eh bien, il y a possiblement cette atteinte vasculaire et microthrombotique qui va elle aussi générer des atteintes rénales et donc l'insuffisance rénale. Alors pour suivre ces patients, je pense qu'il est important de faire une surveillance notamment par le iono-urinaire. Hein, regardez notamment la natriurèse, hein, si elle est effondrée, parce qu'il y a beaucoup de mise en jeu du système rénine-angiotensine-aldostérone, notamment dans la phase précoce, hein, chez ces patients-là. Donc bien regarder la natriurèse. Regardez aussi la glycosurie, la phosphaturie, parce que les lésions rénales, parfois même avant la montée de la créate, vont se traduire par cette glycosurie et cette phosphaturie. Alors, ce qui est retrouvé dans les biopsies et dans les necropsies, c'est surtout des anomalies tubulaires, hein, ça, clairement, parfois tubulo-interstitielles, mais c'est clairement des anomalies tubulaires qui ressortent. Et puis, bien, il y a des études qui sont en cours actuellement sur les sartans, voire alors, notamment au départ sur l'atteinte avec la prédominance du système rénine-angiotensine-aldostérone activé, si ces sartans peuvent avoir une action notamment au début. Et puis, il y aura des études également sur les IEC et les sartans, sur la protection à long terme du rein. Hein, vous savez qu'il a été évoqué une possible action de ces médicaments pour éviter une fibrose après l'agression rénale. Donc il est aussi très important dans cette crise de ne pas oublier les patients Covid-neg, évidemment, puisque ces patients-là continuent à avoir des cancers, continuent à avoir des infarctus, des AVC, etc. Et alors ce qui remonte, chose importante qui remonte actuellement du terrain, c'est des patients qui sont opérés pour lesquels on n'avait pas d'idée du statut Covid. Et quand ils sont Covid+, il y a clairement une aggravation chez les adultes après l'intervention chez ces patients Covid+. Donc il est vraiment très important de rechercher le statut Covid des patients qui vont être opérés, notamment avant de la chirurgie lourde, donc probablement une RT-PCR, mais on sait que chez les patients justement qui ont eu ces problèmes après les interventions, la RT-PCR a été négative dans un grand nombre de cas. Un interrogatoire serré, savoir s'ils ont eu des signes ou s'ils ont été en contact étroit avec des patients Covid, ça c'est important. Donc vraiment, s'ils sont positifs ou s'il y a un doute, dans la mesure du possible, repousser les interventions des patients dont le statut Covid est incertain ou s'ils se révèlent être Covid+, puisque on a maintenant clairement de nombreux cas d'aggravation en post-opératoire chez les patients Covid+, opérés. Il faut également parler de tout un tas de patients Covid-neg, donc infarctus, AVC, qui sont clairement en nombre réduit par rapport à d'habitude. Là, vous voyez sur la diapositive les données de Montpellier. Donc avant la crise, vous voyez 102 alertes pour des accidents vasculaires cérébraux et 55 infarctus cérébraux. Et là, sur la même période, donc là pendant la crise, 78 alertes et 48 cérébraux. Donc là, clairement une réduction qui n'est pas normale, autre que les patients, malheureusement, restent chez eux, n'appellent pas les urgences, ne viennent pas aux urgences, n'appellent pas le SAMU.
parce qu'ils ont peur de sortir et donc ils arrivent trop tard à l'hôpital avec des infarctus cérébraux. Pareil pour les infarctus du myocarde, ils attendent trop longtemps et ils arrivent trop tard. Donc vraiment faire très attention à ces patients, bien informer la population, il faut qu'ils appellent, il faut qu'ils viennent, parce que là, ça va créer des problèmes très importants par la suite avec des patients qui malheureusement sont au-delà de la ressource thérapeutique, alors que s'ils étaient arrivés plus tôt, on pourrait s'en occuper. Donc ça, c'est très important. Également, garder en tête les pénuries. De plus en plus de pénuries qui remontent du terrain, des médicaments d'abord, les curares, les sédatifs. Donc vraiment avoir une gestion raisonnée de tous ces médicaments avec le bloc opératoire, dans les réanimations, dans les USC, avec les soins palliatifs qui utilisent des sédatifs. Essayer de faire un référencement de tous les médicaments pour essayer d'avoir la meilleure utilisation possible, que c'est vraiment très tendu un petit peu partout sur ces médicaments. Des pénuries également sur des EPI, les surblouses, des masques. Il y a certains endroits comme chez moi, on est revenu à des surblouses lavables, stérilisables qu'on utilise puisqu'il n'y avait plus de surblouses à usage unique ou très peu, donc il faut économiser. Les masques également, les masques FFP2, là les arrivages commencent à arriver un petit peu partout, donc c'est moins tendu sur les masques, mais attention quand même. Voilà. Et puis d'autres OPI qui peuvent être amenés à manquer, donc là aussi faire un référencement. Les respirateurs, alors il y avait au début une grosse peur sur le manque de respirateurs, à part dans certains endroits comme le Grand Est ou Paris, où effectivement les respirateurs, le manque de respirateurs a pu arriver à certains moments. C'est moins tendu dans les autres régions, donc les respirateurs ne semblent plus être pour l'instant un problème majeur. Il y a également les kits d'épuration extra-rénale. Il semble remonter quelques problèmes de tension sur ces kits d'épuration extra-rénale. Donc là aussi, faire attention, bien répertorier, parce qu'il y a évidemment beaucoup de malades qui ont, on l'a vu, une insuffisance rénale et des besoins d'épuration extra-rénale. Et donc, il est possible qu'il y ait une tension sur ces kits. Donc, faire attention à tout ça. Voilà, comme prévu, on a la chance d'avoir professeur Catherine Pogamburst, qui est donc chef de pôle anesthésie-réanimation à la PHP à Beaujon, et qui est également notre présidente du comité scientifique, pour avoir un petit rétexte donc, de la crise à Paris, comment ça s'est passé et comment c'est actuellement. Donc, bonjour Catherine. Bonjour Olivier. Donc déjà, au premier lieu, comment c'est là actuellement Paris, la situation? Ça se calme un petit peu La situation, c'est que sous réserve de la fiabilité des chiffres, c'est-à-dire à une ou deux unités près, on est sur un mode où pour la première fois, on avait 6 patients de moins hier soir en réanimation sur toute l'Île-de-France que la veille. Et ça se traduit par quand même des flux entrants. Globalement, on continue à prendre entre 180 et 200 patients en réanimation tous les jours en Île-de-France. Donc, il y a deux versions. Il y a la version le flux global est négatif, parce qu'il y a un chouille plus de sortants que d'entrants. Mais la deuxième info, c'est qu'on est sur des niveaux de flux qui restent quand même extrêmement élevés. Puisque encore une fois, mais qui baisse un peu. En semaine dernière, au pic, on était à 250 malades par jour à admettre en réanimation. Donc effectivement, là, ça baisse un peu. Et quand on regarde l'Aurore, on a une centaine de lits Covid plus dispo en réa, qui est, voire hier soir, il y avait 120 lits, ce qui était carrément un luxe total. Par rapport à d'habitude où à la grande période, il y a donc maintenant bonne dizaine de jours, on a commencé des jours à 17h avec 10 lits libres de réa Covid en tout et pour tout sur toute l'Île-de-France. Donc je vous rappelle, c'est une population de 12 millions d'habitants. D'accord, donc ça se calme un peu, mais enfin on n'est pas encore sorti de l'auberge. En fait, on respire. Je pense que je dirais plus qu'on respire, qu'on a pris, on est en mode, on s'est installé dans notre nouvelle organisation, donc on est calé, mais à un niveau qui reste quand même assez élevé, très élevé. Ok. Alors donc justement, là, tu étais aux premières loges là, pour gérer cette crise. Là, en fait, comment ça s'est organisé un petit peu au départ? Donc il y a eu les lits de réanimation habituels qui ont commencé à se remplir. Et après, vous avez monté en charge. Donc ça s'est organisé un petit peu comment au niveau de la PHP, là, qui est quand même une grosse machine?
En, en fait, il y avait depuis fin janvier, début février, les premiers cas qui, jusqu'à la fin de la première semaine de mars, milieu de la deuxième, ont été concentrés sur les ESR, les établissements de référence REB, qui étaient la Pitié et Bichat, qui avaient déjà des capacités assez importantes. Et puis, début mars, assez vite, on a vu que ça n'allait pas le faire, ça n'allait pas suffire. Et là, il y a eu des ouvertures pilotées par l'ARS en phase alors 1, 2, 3, puis pendant un moment, les gens ont voulu dire non, mais il reste encore des lits, des établissements Covid-free ou pas. Donc très vite, ça a sauté. Et je pense que, en tout cas sur la partie que je connais bien de la PHP, elle était à chaque fois, on a eu un peu de chance, parce que je pense qu'on avait 24, 24 ou 36 heures d'avance. Donc, à part, il y a eu une nuit, une ou deux jours très difficiles autour pas du week-end dernier, mais du week-end d'avant et du lundi et du mardi. Mais sinon, globalement, on n'a pas bu la tasse. C'est-à-dire que c'était ultra intense. On ouvrait des lits un peu partout, mais on n'a pas coulé, quoi. Donc ça c'est le point positif. Après, on est dans des niveaux. À titre d'exemple, on avait sur les chiffres dont je suis à peu près sûre, c'est-à-dire APHP, on est sur de base, on a 660 lits de réa, moite-moite marmire, et là on est à 1239 lits de réa, qui sont majoritairement des lits de réa lourdes, c'est-à-dire c'est 90% de ventilation invasive. La plupart des malades, il n'y a quasiment aucune structure. Donc maintenant, des malades sous oxygène, que ce soit sous OHD, plus souvent sous OHD et assez peu sous VNI, et c'est dans des structures qui sont plus gérées par les réanimateurs. Ils sont gérés soit par les urgentistes, soit par les internistes. On appelle ça comme on veut, des USC, des UHCD améliorés. Et en général, elles ont été mises à proximité des réa, ce qui nous permet de regarder un peu ce qui s'y passe et d'avoir des transferts hyper fluides. Et c'est vrai que les réa, même avec les 1239 lits ouverts là actuellement sur l'AP, c'est des malades ventilés à 80-90% de malades ventilés. D'accord. Donc on Et a alors, plus toutes les USC ont été upgradées, bien sûr, et on n'a quasiment plus de lits d'USC classiques tels qu'on peut les connaître en mode de fonctionnement normal. ouais, et ces lits, c'est majoritairement l'anesthésie-réanimation qui a pu les ouvrir en fait, parce que du On côté est lit, les côté médecine intensive et réanimation, ils sont passés de 330 à 520 lits, une augmentation d'environ 150%. Et côté anesthésie et réanimation, on est passé de 335 lits à 745 lits, donc ce qui ouais, fait une augmentation de 220%. c'est ça. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Juste les respirateurs, est-ce que vous avez vraiment, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, etc. Les respirateurs, il y a vraiment un souci ou non, on arrive encore à gérer? Bah, les respirateurs, c'est sûr que il y a pas eu de soucis. Par contre, tout le monde, tous ces draps ou tous ces malades un peu compliqués, ils n'ont pas tous été ventilés avec des V500 ou avec les derniers modèles de réanimation, ça c'est certain. Les Osiris 1 et 2, qui étaient ceux de la réserve et Prusse, ont été assez peu utilisés, même s'ils ont été distribués. Ils nous ont servi de temps en temps de secours quand un ou deux respi tombaient en rade ou en attendant une ou deux livraisons. Et effectivement, certains sites, et c'est le travail de Philippe Montravers, je vous engage à y participer, on se sont mis sur des ventilateurs d'anesthésie. L'équipe de Philippe, notamment, mais aussi avec Karine Nouette, avait fait un gros travail de spécification et de qu'est-ce qu'on peut faire avec un ventilateur d'anesthésie, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et surtout quel type de ventilateur peut tenir le choc. Moyennant quoi, ça s'est plutôt bien passé à la phase initiale. Après, c'est sûr que les ventilateurs d'anesthésie, ce pas des ventilateurs de sevrage respiratoire, ça c'est certain. Mais du coup, on n'a pas eu de sujet majeur. Au départ, les gens ont vu arriver des Monal T60 et donc, forcément, c'est pas encore une fois, c'est pas un V800 ou c'est pas encore un respirateur lourd de réanimation, mais on a fait face. Il n'y a pas eu
de tension majeure et en tout cas, à aucun moment les gens se sont retrouvés à dire mince, je n'ai pas de quoi ventiler quelqu'un et notamment et sans du tout passer par un ventilateur pour 2 personnes et tout ça qui nous semblait. Il y avait encore de la marge encore sur les ventilateurs. Ok. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Catherine. Je pense que comme tu l'as dit, les places du SC ont été prises par du Covid+, donc on n'en a plus. Donc je pense que la semaine prochaine, on fera un petit point sur qu'est-ce qu'on va faire avec nos malades de réanimation pour les mettre en post-réanimation. Parce que ça va être un problème qui va se poser très rapidement et dont il va falloir C'est discuter la suite, sérieusement. ouais. Donc Parce que c'est la là, suite. on est en plateau et il va falloir quand même qu'on arrive à vider un peu nos réanimations. Oui, c'est ça. À vider quand même, j'ai pas refait le point aujourd'hui, mais sur ces 1239 lits, il n'y a que 180 lits de Covid-neg. Ça, c'était en début de semaine. Et sur ces lits, il y en a un certain nombre, c'est de la réanimation. Il y avait environ entre 180 et 200 malades qui sont soit dans des blocs opératoires réaménagés, soit dans des SSPI. Donc, je Ouais. pense que ça, c'était lundi. Je pense qu'il y en a un peu moins aujourd'hui, mais ça fait partie des choses à suivre. La réintégration dans des zones de réanimation classiques. Et puis, la deuxième partie, pour faire ça, c'est que même si le flux baisse à 180 malades à prendre par jour, il va bien falloir qu'on le fasse sortir. Voilà, Ok, bah donc ça, on fera un petit point la semaine prochaine là-dessus, Catherine, avec toi, si tu ça veux bien. marche. Ouais. Il y a Merci toute la beaucoup. discussion sur la place des SRPR, effectivement. Ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Catherine. Bonne journée. Salut Olivier. Donc, c'est le moment de retrouver Mathilde de Queiroz, qui est anesthésiste réanimatrice au CHU de Lyon, en pédiatrie particulièrement, et qui va donc nous parler de la particularité des enfants dans le Covid-19, avec pathologie Covid-19 un peu particulière, et également l'aide qu'ont amené les anesthésistes réanimateurs pédiatriques pour traiter les adultes et ouvrir leur réanimation aux adultes. Ben, écoute, Mathilde, merci d'être là et à toi. Oui, bien, bonjour à tous. Merci Olivier et merci à l'ASFAR de nous permettre de communiquer sur cette situation un petit peu exceptionnelle qui, bien sûr, a chamboulé le monde adulte, mais également le monde de la pédiatrie. On va pouvoir le voir. Donc, j'ai fait un petit diaporama. Donc voilà, donc on va voir un petit peu l'état des lieux en ce qui concerne la population pédiatrique, à la fois en France et puis dans les différents pays où on a des données un petit peu dans la littérature. Alors, quelle est la situation du Covid-19 chez les enfants? Donc c'est un petit peu particulier, comme vous l'avez bien sûr entendu, par rapport aux adultes. Alors d'abord, on a eu des données des études chinoises, donc des chiffres qui nous ont été rapportés du mois de février. Et déjà, on peut voir par rapport à la population adulte que finalement, il y a moins d'enfants touchés, en tout cas testés positifs. Notamment, les derniers chiffres chinois montrent que il y a seulement 2,4% des enfants de moins de 19 ans, dont 2,5% en forme sévère et seulement 0,2% de forme critique. Sachant qu'aussi une petite différence par rapport à l'adulte, c'est la symptomatologie, c'est-à-dire que là, on voit dans les différentes séries rapportées dans les différents pays que notamment il y a beaucoup de formes, alors soit asymptomatiques, soit paucisymptomatiques, avec notamment des signaux IRL mineurs. Beaucoup rapportent une rhinorrhée, une toux, parfois une fièvre supérieure à 38 mais qui n'est pas systématique. Quelques rares signes digestifs, il faut bien le noter, une asthénie, et du coup avec finalement dans la grande série de Dong qui est parue en mars, des rares cas sévères avec une incidence des enfants hospitalisés en réanimation de 0,6%. Alors est-ce que quand même il y a parmi les enfants des populations à risque de forme sévère? Les données chinoises rapportent finalement un facteur de risque concernant l'âge, c'est-à-dire que les moins de 1 an sont plus à risque de faire de forme sévère et du coup d'être hospitalisés soit en soins intensifs, soit en réanimation. Et on a retrouvé également quelques comorbidités, notamment des pathologies respiratoires, une dysimmunité, et certains, notamment en Chine, ont retrouvé comme comorbidité à risque de forme sévère, une co-infection à d'autres virus respiratoires. Alors en termes de transmission, bien sûr, si l'enfant est dans un cluster ou une région épidémique, il est à risque d'être contaminé, et surtout, on parle de plus en plus de la contamination de l'entourage, c'est-à-dire notamment en période de confinement, les parents ou à l'école si l'enfant va à l'école. Donc s'il y a un membre de l'entourage qui est positif, l'enfant est à haut risque d'être également positif. Alors en ce qui concerne, donc ça c'est une source française, Active France, un registre des enfants qui sont testés.
dans les centres de pédiatrie. Donc, ils sont rapportés quand même un taux de positivité de la PCR qui est du coup inférieur à l'adulte. Mais bien sûr, on peut se poser la question du taux de faux négatif et surtout, finalement, on ne teste pas forcément tous les enfants et notamment les formes asymptomatiques. En termes juste d'imagerie, ce qu'il faut savoir, parce qu'on parle beaucoup de scanners chez l'adulte avec ces fameuses images en verre dépoli, les quelques cas rapportés de scanners thoraciques chez les enfants hospitalisés en réa montrent que ces images ne sont pas systématiques, autour de 60%. Donc une image normale, un scanner normal n'exclut pas forcément un test plus Covid. Alors parmi les différentes hypothèses, juste un mot, parce que bien sûr il y a très peu de données là-dessus, il y a beaucoup d'inconnus. Donc parmi les hypothèses que pour la raison pour laquelle les enfants sont peu symptomatiques et font peu de formes sévères. Donc plusieurs hypothèses sont en cours, on va dire, d'études ou de travaux. Donc notamment, il y a les immunités qui peuvent être acquises par les autres infections virales qui peuvent le faire pendant l'hiver ou également par les vaccins, puisqu'on sait que dans les 6 premières années, les enfants ont beaucoup de vaccins. Et une piste sur la réponse à l'interféron qui peut être différente chez l'enfant par rapport à chez l'adulte, avec aussi une moindre dysrégulation immunitaire et une histoire peut-être d'immaturité du récepteur à l'angiotensine, comme on peut le voir chez l'adulte. Alors finalement, quel est l'état des lieux un petit peu en France? Alors ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ça a complètement, de fait de cette situation exceptionnelle, les anesthésistes réanimateurs pédiatriques, donc anesthésistes réanimateurs et également les pédiatres réanimateurs, ont dû s'organiser de façon exceptionnelle. En plus, cette organisation a complètement changé et cette organisation, en plus, est variable dans le temps en fonction de l'évolution de l'épidémie. Alors déjà, donc, comme vous avez pu voir, notamment surtout à Paris, les réanimateurs pédiatres, anesthésistes ou pédiatres, ont changé l'organisation pour pouvoir en fait accueillir des adultes Covid+ dans leur réanimation pédiatrique. Et là, c'était vraiment un challenge pour notamment les pédiatres, puisque bien sûr la population adulte, c'est tout à fait exceptionnel pour les pédiatres, notamment en termes d'âge, de poids, et surtout ce qui est pas facile à gérer, c'est les comorbidités, notamment cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Donc l'organisation en réanimation pédiatrique pour accueillir les adultes Covid+, a été chamboulée, notamment certains centres rapportent des listes de garde qui ont dû être doublées. Alors une chose importante, c'est que finalement l'équipe d'anesthésie réanimation d'un réanimateur pédiatrique, du fait de l'activité qui a été largement diminuée au bloc opératoire, ont pu à ce moment-là renforcer et aider les réanimateurs pédiatres, notamment avec l'aide également des internes des arts. Ça a été important pour les aider à prendre en charge justement les adultes. Les réanimateurs aussi pédiatriques ont dû un petit peu s'organiser en termes de lits dédiés, que ce soit les lits dédiés aux enfants, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des enfants non Covid qui sont pris en charge dans les réanimations, même si l'activité en réanimation pédiatrique a également diminué. Et ils ont dû aussi augmenter des lits pour accueillir les adultes Covid-19. Et il ne faut pas oublier, comme d'ailleurs chez l'adulte, qu'il y a des enfants, il y a des patients qui ne sont pas Covid et qui ont besoin encore d'une prise en charge optimale. Alors du coup, les organisations aussi des anesthésistes réanimateurs pédiatriques, notamment dans le CHU, que ce soit les médecins, les internes et également les paramédicaux, notamment les IAD, ont également été un petit peu répartis pour aider à la fois les pédiatres, les réanimateurs pédiatres dans les réanimations pédiatriques où ils ont accueilli des adultes, mais également un renfort de ces personnes dans les réadultes, que ce soit dans la même ville où ils travaillent, soit vraiment des missions. Par exemple, certains anesthésistes ont été envoyés dans l'Est ou également sous Paris. Alors là, un petit tableau qui répertorie un petit peu par ville et par centre, le nombre d'adultes Covid+, qui sont accueillis en réanimation pédiatrique et les enfants Covid+, qui sont accueillis en USC ou en réanimation. Donc ces chiffres sont sortis d'un registre Piqûre qui répertorie tous les enfants hospitalisés en réa en USC. Donc là, c'est des chiffres qui datent du 7 avril et du 8 avril. Donc 24 centres sont répondeurs. Et vous voyez qu'il y a une répartition finalement entre les adultes Covid+, et les enfants. Donc certains ont que des adultes alors qu'ils n'ont pas d'enfants Covid+ en réa et d'autres s'occupent seulement des enfants. Donc finalement, au total, donc ça c'est des chiffres qui datent d'hier, 67 adultes Covid+ dans les différentes réa pédiatriques et 24 enfants positifs ou suspects en USC et en réanimation pédiatrique. Donc on voit quand même un chiffre d'enfants en USC et en réa du fait du Covid qui est finalement assez bas. Alors un petit peu mieux dans le monde, vous connaissez tout ce site, on voit que
Il n'y a aucun pays qui est épargné malheureusement par ce Covid. Donc, qu'en est-il un petit peu de la population pédiatrie? Donc là, je vous ai mis surtout 3 pays où on a quand même des données qui commencent à arriver, notamment en Italie, qui est sorti dans le JAMA là, vraiment récemment. On voit de façon similaire en France que les enfants sont peu touchés puisque la population de 0-18 ans, c'est seulement 1,2%, avec notamment aucun décès rapporté en Italie pour la population de moins de 19 ans. En Corée, le taux d'incidence de moins de 18 ans est un petit peu plus élevé, autour de 5%, avec pas de décès rapportés. Et aujourd'hui est sorti dans le JAMA Pediatrics les premières données espagnoles, où on sait que c'est vraiment un pays sous tension. Donc là, ils ont testé aussi les enfants hospitalisés avec ou sans symptômes dans les 2 premières semaines de mars, et on voit bien sûr l'évolution de l'épidémie avec de plus en plus d'enfants qui sont testés positifs, sachant que finalement ils ne représentent que 0,8% de la population totale, avec un âge médian, et ça c'est un petit peu différent par rapport aux autres pays, qui est autour de 1 an, mais avec un interquartile important. Et finalement, seulement 10% sont en réa, avec pour l'instant, en tout cas, aucun décès qui a été déclaré. Aux États-Unis, l'épidémie est en plein boom et on se pose des questions un petit peu sur l'évolution. Donc, qu'en est-il de la population pédiatrique? Donc, là est sorti également les données, on va dire, préliminaires de la population pédiatrique aux États-Unis. Moins de 2% sont hospitalisés en réanimation. On voit que les enfants représentent à peu près 2% de la population totale, mais sachant que c'est des résultats préliminaires. Il faut savoir une chose assez intéressante, que finalement, en termes de symptômes, aux États-Unis, 73% des enfants testés positifs sont symptomatiques, versus 93% chez les adultes. Et une chose intéressante également, parmi les enfants qui sont hospitalisés, soit en USC, soit en réanimation, la majorité quand même présente des comorbidités. Alors, on n'a pas toutes les informations, et surtout, c'est des pathologies pulmonaires, ce qu'ils appellent cardiovasculaires. Alors là, on n'a pas les détails. Des immunodépressions, et bien sûr, ce qui nous manque quand même comme information, c'est est-ce que les enfants pédiatriques hospitalisés en réanimation sont-ils obèses ou pas, sachant que plus d'un tiers des enfants, je parle des enfants, aux États-Unis présentent une obésité. Donc là, un site qui est vraiment très intéressant, je vous invite à aller le visiter. Donc ça, s'y répertorie les enfants, les moins de 18 ans, hospitalisés soit en réanimation, soit en USC. Et vous voyez que ça progresse, puis il y a quand même 138 enfants hospitalisés, donc ça c'est en date d'aujourd'hui, avec 3 décès qui ont été confirmés, sachant qu'on n'a pas encore les détails de ces décès, avec vraiment une augmentation franche des cas pédiatriques, sachant qu'on est a priori au début de cette épidémie aux États-Unis. Donc voilà, en conclusion, on voit qu'il y a vraiment une différence en termes notamment de symptomatologie pour l'enfant, avec une faible incidence des tests positifs par rapport à l'adulte, des formes surtout asymptomatiques ou modérées, avec heureusement très peu de formes sévères, inférieures à 1%, et seulement des cas rapportés de décès. Par contre, notamment en France, ça a entraîné une réorganisation totale des services d'anesthésie-réanimation et des réanimations pédiatriques, avec une prise en charge des adultes par les pédiatres, et surtout un renfort des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques auprès à la fois des pédiatres et auprès également des réanimations adultes. Voilà un petit peu quelle est la situation en pédiatrie. Merci beaucoup Mathilde pour ce tableau très clair de la situation de nos chers bambins, qui sont aussi malheureusement touchés, beaucoup moins que nous, mais touchés par le Covid-19, et pour voir que toutes les branches de l'anesthésie-réanimation, toutes les branches de la SFAR sont mobilisées dans cette crise, et c'est super. Juste une petite question vraiment pratique pour tous nos collègues qui continuent à avoir une activité chirurgicale, même réduite, ou endoscopique des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour essayer de dépister les enfants qui sont encore moins symptomatiques que les adultes et pourtant qui pourraient être positifs? Est-ce que vous les testez? Quelle est votre attitude exactement pour éviter d'endormir et d'opérer des enfants qui seraient positifs et qui donc auraient un risque d'aggraver la maladie ou de le transmettre? Alors c'est une excellente question. On a établi des recommandations qui sont disponibles sur le site de la DARPEF sur justement la prise en charge des enfants au bloc opératoire. Et ce qui est très important, c'est essayer de dépister justement ces enfants qui ont des formes vraiment
post-symptomatique, donc avec un questionnaire notamment, est-ce qu'il y a une rhinorrhée, est-ce qu'il y a un petit peu de fièvre, sachant qu'elle peut être juste autour de 38 et n'est pas symptomatique, et n'est pas systématique. Donc vraiment un questionnaire très important à poser pour chaque enfant qui va passer au bloc, que ce soit en urgence, en semi-urgence ou en programmé s'il existe encore des programmés. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est de questionner l'entourage. Maintenant, on voit de plus en plus que un enfant à risque, c'est aussi un enfant asymptomatique, mais avec un entourage soit symptomatique, soit testé positif. Donc, il ne faut pas oublier d'interroger l'enfant, mais également l'entourage pour éventuellement tester l'enfant. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'on teste tous les enfants qui passent au bloc, mais c'est difficile et qu'on n'a probablement pas assez de tests et on réserve les tests aux enfants soit symptomatiques, soit graves. Et du coup, prendre des précautions, notamment pour la prise en charge des voies aériennes supérieures, en termes de protection individuelle, pour finalement tous les gestes à risque sont du coup notamment l'intubation. Ok, merci. Et est-ce que tu as eu des retours, parce qu'on a eu des retours chez les adultes de patients Covid plus opérés sans qu'on le sache et qui donc sont aggravés derrière. Est-ce que tu as eu des retours pour des enfants opérés sans qu'on sache qu'ils soient Covid plus et qui se seraient aggravés du coup derrière? Alors, non, je n'ai pas de retour. Alors après, est-ce que ces retours n'existent pas parce que ils n'ont pas été justement rapportés? En tout cas, dans les différents échanges avec nos différents collègues, on n'a pas l'impression d'avoir finalement aggravé un enfant qui est Covid+, du fait qu'il soit Covid+. Par contre, si on voit dans les détails un petit peu les entrées en réanimation pédiatrique, il y a des enfants qui sont Covid+, mais finalement, ils se retrouvent en réanimation par leur pathologie propre ou leur chirurgie. Notamment, on a des post-opératoires de neurochirurgie qui sont en réanimation parce qu'ils ont été opérés de neurochirurgie, mais pas parce qu'ils sont Covid+. Donc, on n'a pour l'instant pas de retour, en tout cas, sur une possible aggravation de l'anesthésie de la chirurgie par rapport à leur statut Covid+. Sachant qu'on a c'est disponible également sur le site de l'ASFAR. Donc, en association avec l'ASFAR, développer une enquête Covid anesthésie. Donc, vous avez la partie pédiatrique ainsi que la partie adulte et obstétrique pour essayer de voir justement, que ce soit chez les enfants ou les adultes, le fait de pratiquer une anesthésie générale, est-ce qu'on peut avoir plus de complications? Nous, chez les enfants, on attend peut-être ou pas plus de complications, notamment respiratoires. D'accord, bon, donc ça c'est rassurant, hein, parce que chez l'adulte, c'est vrai qu'on a des retours qui sont un peu alarmistes sur ça, hein, donc c'est plus rassurant chez l'enfant, donc ça c'est bien, parce que c'est important de dire qu'il ne faut pas oublier les patients Covid-neg, hein, qui eux Tout à aussi fait. nécessitent parfois les urgences, voilà, des interventions pour des cancers, etc. Il y en a aussi en pédiatrie malheureusement, et donc il ne faut pas oublier ces patients-là et les traiter quand même pendant cette crise. Tout à fait. Eh bien, écoute, bah, super, merci beaucoup Mathilde pour ce retour, hein, et puis Merci à à bientôt toi. dans une prochaine Web TV. Merci à toi. Et voilà une petite photo donc, que m'a fait passer Mathilde de son équipe de réanimation pédiatrique, vous avez vu, qui est devenue adulte, hein, équipe du CHU de Lyon. Voilà, une petite photo sympathique de ces équipes mobilisées pendant cette crise. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller régulièrement sur le site de l'ASFAR, hein, où on continue à mettre des vidéos, la veille bibliographique, le masque et la plume, énormément de partage des aides cognitives qui sont très téléchargées. Donc un site très fourni qu'on met à jour tous les jours. Il y a également qui a été enregistré aujourd'hui une web TV sur Covid-19, thrombose et anticoagulation avec des experts qui essayent de voir plus clair dans cette pathologie, on l'a vu, qui est très prothrombotique. Donc n'hésitez pas, elle sera mise en ligne très probablement donc, le vendredi 10 avril. Donc pour finir, un petit clin d'œil sympathique, puisque partout en France, vous l'avez vu, tout le monde se mobilise aussi pour les soignants. Donc là, Luc Dorin, qui est chef pâtissier à Bordeaux, nous a fait cadeau d'un magnifique œuf de Pâques, vous voyez, pour le week-end de Pâques pour toutes les équipes. Donc là, c'est une photo de l'équipe de la réanimation Magellan du CHU de Bordeaux qui pose devant de magnifiques œufs de Pâques offerts donc par Luc Dorin. C'est gentil et ça partout en France, les pâtissiers, les boulangers, tout un tas de gens nous offrent plein de choses et se mobilisent pour les soignants. Et donc ce petit clin d'œil pour les remercier tous. Donc voilà, on prend fin ici le numéro 3 des Web TV Actu de la SFAR. Donc bon courage à tous, prenez soin de vous et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4 avec probablement un retour IDE qui serait très important dans cette crise.
À bientôt pour le numéro 4, parce que malheureusement, c'est pas fini. Au revoir.